conforme. Le titre, je pensais que c'était plus long. Bon, je vais lire ça. S'il vous plaît, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer nos travaux. Ça va ? Non, il vient à 10h15. À 10h15. C'est le journaliste, ça va ? Hein ? Oui, grave. Grave. Oui, parce qu'il m'a fait une campagne. Bien, mes chers collègues, nous avons modifié l'ordonnancement de cette séance, mais j'y reviendrai. Je dois d'abord excuser un certain nombre de nos collègues. Tout d'abord, j'excuse Noël Gauthier, qui donne pouvoir à Rémi Nappé. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire qu'il est parfaitement rétabli. Vous savez qu'il avait subi une intervention chirurgicale sérieuse et que donc il va pour le mieux et nous lui souhaitons une très belle convalescence jusqu'à son prompt et rapide rétablissement. Je dois excuser Frédéric Cartier, conseiller général, qui donne pouvoir à Marc Pétremont, Annick Jacquemet, à Jean-Marie Pobel. J'excuse également Dominique Roy, président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs, et le colonel Vire, commandant de la région de gendarmerie de Franche-Comté, qui d'ailleurs nous quitte, vous le savez sans doute, à la fin de ce mois. Alors j'ai modifié effectivement en plein accord, et à sa demande d'ailleurs, l'ordonnancement de cette séance, à la demande de Monsieur le Préfet. Donc nous allons examiner ensemble, si vous voulez bien, jusqu'à 10h15, ce qui touche l'ADM1 et le compte administratif, qui sont les points inscrits à l'ordre du jour. Ensuite, Monsieur le Préfet nous rejoindra avec les services de l'État à partir de 10h15 et nous terminerons impérativement nos travaux, si vous le voulez bien, c'est en plein accord avec Monsieur le Préfet, à 13h pour vous permettre de pouvoir assurer les engagements programmés au cours de l'après-midi. Donc je vous propose que nous rentrions sans délai dans l'ordre du jour et qui porte sur le compte administratif et l'ADM. Alors, mes chers collègues, pour essayer d'introduire en quelques mots ces différents points, ce qu'on peut dire, c'est que 2013, et je crois que chacun pourra le partager, a été une année de transition, pour ne pas dire une année de rupture, pour les finances départementales. C'est un constat d'ailleurs que tous les départements peuvent faire et que nous pouvons désormais, pour notre part, approcher de façon très concrète au travers de l'examen du compte administratif. En effet, en 2013, pour la première fois de son histoire, le Doubs aura dû faire face à une baisse de ses recettes de fonctionnement. Ces dernières reculent de 5,6 millions, ce qui représente, pour que vous ayez la traduction en fiscalité, ce qui représente l'équivalent de près de 6% d'augmentation de la taxe sur le foncier bâti, si nous avions dû rechercher naturellement la compensation équivalente. C'est dire l'importance de cette diminution de ressources à laquelle notre collectivité est confrontée, et c'est dire aussi l'effort de gestion que nous accomplissons pour
continuer à se situer dans le cadre d'une stabilité du taux de foncier bâti, y compris en 2014. Cette diminution de ressources, elle trouve principalement son origine dans la fiscalité locale, dans la réforme de la fiscalité locale qui a été décidée, vous vous rappelez, en 2010 et mise en œuvre en 2011. Et j'avais à l'époque émis en votre nom, rappelez-vous, de très fortes réserves quant à la pertinence de cette réforme, qui se traduisait inexorablement par une importante perte d'autonomie fiscale pour les collectivités. L'attribution aux départements de recettes fiscales très sensibles aux variations de l'activité économique, que ce soit la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, cette fameuse CVAE, que ce soit aussi par construction, par définition, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, ou encore l'élargissement de la base des droits de mutation. Tout cela emportait par ailleurs un risque grave de déséquilibre financier des départements, notamment en période de crise économique, alors même, c'est le paradoxe, que leur rôle de garant des solidarités implique de plus en plus de dépenses sociales dans ces périodes difficiles. Ces craintes étaient évidemment fondées, comme en atteste aujourd'hui la baisse effective des ressources du département. Je veux vous inviter à retenir 3 chiffres. La baisse tout d'abord de 5,1% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Nous sommes à 51,9 millions en 2013 contre 54,7 en 2012. Alors, ce qui est intéressant à noter, parce que c'est assez peu connu, c'est que le Doubs fait partie des 5 départements seulement qui, au plan national, enregistrent en 2013 un recul de la CVAE. Et ça s'explique cela par tout simplement la forte présence de l'industrie dans notre tissu économique. Le deuxième chiffre que je vous invite à mémoriser, c'est la baisse de 3,4% du produit de la taxe sur les conventions d'assurance. Nous sommes à 69,3 millions en 2013 contre 71,8 en 2012. Et puis enfin, baisse de 5% des droits de mutation compte tenu de la conjoncture du marché immobilier, soit 42,5 contre 44,7 en 2012. Et il faut se rappeler, c'était 47,4 en 2011. Alors que les recettes sont en diminution, les dépenses liées aux solidarités voient leur progression s'accélérer, expliquant la hausse globale des dépenses de fonctionnement. D'un montant de 445 millions d'euros, les dépenses de fonctionnement progressent ainsi de 4,1 sous l'effet de 3 facteurs. La crise économique et sociale qui a conduit à une hausse des 3 allocations de solidarité, elle a progressé de 6,3 millions, ce qui est tout particulièrement vrai pour le RSA. La viabilité hivernale, deuxième facteur d'explication, compte tenu d'un hiver particulièrement long et rigoureux, aboutissant à une hausse de plus de 50% de la dépense par rapport à 2012. Et puis, troisième explication, celle-là, le résultat d'une politique volontariste, c'est l'ouverture de nouvelles places d'hébergement pour l'accueil des personnes handicapées, en réponse, naturellement, aux besoins existants dans notre département. Abstraction faite de ces 3 facteurs, l'évolution des dépenses de fonctionnement se limite à 1,5% en 2013. Cela témoigne de l'intensification des efforts de gestion et du développement des solutions de mutualisation destinées à maîtriser autant que possible l'évolution des dépenses de fonctionnement. À titre d'illustration, le budget des ressources humaines voit en 2013 son évolution limitée à 1,9%
dépit de la hausse des cotisations retraite, avec notamment des mesures d'économie, et ce n'est pas symbolique, telles que la suppression de 23 postes. De même, un effort important a été réalisé sur les dépenses d'administration, dont le volume est en baisse de 2,5%. Ce double mouvement, mes chers collègues, baisse des ressources, hausse des charges, conduit mécaniquement à une diminution de l'épargne brute. Celle-ci passe de 71 millions d'euros en 2012 à 48 millions pour 2013. Son niveau reste toutefois supérieur à celui constaté en 2009, grâce au redoublement de nos efforts de gestion menés ces dernières années. Ces efforts permettent par ailleurs le maintien d'une bonne maîtrise de l'endettement, avec un recours à l'emprunt limité à 20 millions d'euros en 2013 et une capacité de désendettement qui reste très en deçà du seuil des 10 ans, en étant inférieur à 6 années. Dans ce contexte, préserver nos grands équilibres financiers, et notamment l'épargne brute, doit constituer une priorité pour être en capacité de continuer à investir tout en maintenant la pause fiscale. C'est ce à quoi je vous invite au travers du projet de DM1. Pour poursuivre et renforcer la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, les dépenses nouvelles de fonctionnement sont intégralement couvertes par des réaffectations et redéploiements de crédits. Notre objectif, j'allais dire notre impératif, consiste à, en effet, cette année, à rester dans les plafonds de dépenses que nous nous sommes fixés au BP, avec une évolution des dépenses de fonctionnement hors RSA de 1,2%, soit un niveau inférieur, je le rappelle, à l'inflation prévisionnelle. Ces efforts de gestion et l'absence d'inscription de dépenses nouvelles nous permettent d'affecter les recettes supplémentaires, et en particulier les 6,3 millions provenant du soutien financier exceptionnel accordé par l'État aux départements au titre des 3 allocations individuelles de solidarité, à la restauration de l'épargne brute et à la réduction des inscriptions d'emprunt. C'est le respect de cette exigence qui nous permet de préserver, autant que possible, la bonne santé financière de notre département et de garantir, dans le contexte, un niveau élevé d'investissement. Vous aurez noté dans le cadre des comparaisons interdépartementales figurant dans le rapport du compte administratif que le Doubs présente un niveau d'investissement supérieur de 18% à la moyenne des départements de sa strate. J'insiste sur ce chiffre. L'écart est significatif de l'effort d'investissement réalisé et d'ailleurs conforme, je le rappelle, aux engagements que nous avions pris dans le cadre de d'août 2017. Tout simplement, mes chers collègues, parce que j'essaye de faire en sorte que nous ne soyons pas dans une logique de boutiquier ou d'épicier dont le seul souci serait de tenir une comptabilité et d'additionner des chiffres. Le budget, c'est une banalité que de le rappeler, est un outil au service d'une politique. Si je vous propose cette stratégie financière, c'est bien pour mettre en œuvre notre projet, celui qui, effectivement, oriente notre action, nous 2017, dont l'année 2013 a incontestablement marqué une nouvelle étape, avec notamment, et comment ne pas insister sur ce point, le lancement du très haut débit pour tous, la réhabilitation de la station de Métabier, la poursuite du programme de rénovation de nos collèges. Le rapport d'activité qui vient de vous être remis sur table retrace les actions conduites par notre collectivité en 2013, des actions structurées dans le cadre d'un projet global, d'août 2017, et dans le souci permanent de la qualité du service rendu, comme en atteste d'ailleurs, je le dis au passage,
la confirmation intervenue la semaine dernière, à l'issue de 3 jours d'audit par un cabinet externe, de notre certification ISO 9001. J'en profite pour saluer la performance et l'engagement des 2400 agents de notre collectivité et qui sont à l'origine, naturellement, de cette certification. Si je devais résumer d'une phrase notre vocation, je dirais qu'au travers des solidarités entre les hommes et entre les territoires, nous garantissons plus que quiconque, me semble-t-il, cet équilibre rural-urbain dont nous aurons l'occasion au cours de la matinée de reparler, notamment à la lumière des perspectives de réforme territoriale. Cette mission, me semble-t-il, plutôt cette exigence, mérite plus que jamais d'être portée avec vigueur. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, la polarisation des territoires, devenue aujourd'hui une réalité à la fois sociologique et organisationnelle, pourrait constituer une menace pour certains de ces territoires. Force en effet est de constater que bien loin de se disséminer avec le développement des transports ou des nouvelles technologies, activités, richesses et services, par exemple les médecins et les professionnels de santé, eh bien, ont tendance à se concentrer dans les centres urbains. C'est une banalité que de le dire. À terme, on l'imagine, le risque est un accroissement des inégalités dans l'accueil et le niveau de service entre nœuds urbains et territoires ruraux ou semi-ruraux. C'est pourquoi nous intégrons à tous nos projets cette dimension d'équilibre urbain-rural. Vous m'avez souvent entendu l'évoquer et vous m'entendrez souvent dans l'avenir proche le rappeler. Ainsi, en termes de transport, je veux dire ici que Mobidoo a vu sa fréquentation progresser sur l'ensemble de ses lignes. Nous avons soutenu le déploiement des réseaux transport à la demande des communautés de communes. En termes de développement économique, c'est vrai que nous n'étions pas obligés de le faire, mais nous avons accompagné par plus de 2 millions d'euros de prêts d'honneur les entrepreneurs, notamment dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Nous avons poursuivi notre politique de soutien et d'accompagnement aux projets de territoire des communes et intercommunalités urbaines comme rurales. En termes de politique sociale, les 3 pactes territoriaux d'insertion tiennent compte des spécificités des 3 pôles du département. Nous avons accompagné la maison de santé de Neau, qui s'inscrit dans une volonté de lutte contre la désertification médicale. Nous sommes présents sur tout le territoire, notamment, faut-il le rappeler, avec nos centres médico-sociaux. En termes de petite enfance et de jeunesse, pour la petite enfance, des structures ont été créées en zone rurale. Par exemple, la microcrèche à Vercelles, n'est-ce pas, chers collègues de Val-d'Orne? Chers collègues de Vercelles, conseiller général de Vercelles, pour répondre aux besoins des habitants et leur fournir un niveau de service équivalent à celui des zones urbaines, également concernées d'ailleurs par l'ouverture de places supplémentaires. Je pense entre autres à l'ouverture d'une nouvelle crèche multi-accueil à Chalzeul, n'est-ce pas, Patricia Olivares? Les contrats territoriaux jeunesse assurent une cohérence de l'ensemble des politiques à destination de la jeunesse, notamment en milieu rural. En termes de politique culturelle, 55 écoles de musique aidées en 2013 pour soutenir l'enseignement musical sur l'ensemble du territoire départemental, notamment au milieu rural. Et un certain nombre d'entre nous avons pu juger des effets de cette politique hier à l'occasion de cette belle manifestation d'harcaissement de metteurs en scène qui a vu affluer sur le site
des centaines et des centaines de nos concitoyens, heureux de pouvoir montrer tout leur talent en matière musicale, théâtrale ou de danse. Et puis, je n'oublie pas la saison culturelle départementale qui a permis l'itinérance de 65 représentations dans 55 communes de 24 communautés de communes. En termes de nouvelles technologies, le syndicat mixte doux très haut débit a été mis en place avec une ambition pour tous les territoires, garantir leur connectivité. Évidemment, mes chers collègues, cette liste n'est pas exhaustive. Et aujourd'hui, l'action du département, tant décriée par ailleurs, se poursuit, notamment à travers la Maison départementale du développement des territoires, outil au service des communes et des intercommunalités pour renforcer leur expertise et leur force de frappe sur les projets portés. Le département soutient l'ensemble de ces territoires, quelles que soient leurs caractéristiques. Il apporte à chacun des réponses spécifiques en matière d'accès aux services publics, d'animation et de développement territorial. Le département, ici, me semble-t-il, a su dépasser ce soi-disant combat des anciens et des modernes, qui opposeraient défenseurs surannés des ruralités et partisans avancés des centres urbains. Voilà qu'un certain nombre d'entre nous serions des conservateurs. À l'inverse, il me semble, notre projet d'août 2017 se traduit clairement par la recherche de projets communs et fédérateurs. Citons ainsi, et j'en ai eu au cours de tout au long de la semaine, la vérification, citons le musée Courbet ou la station de Métabier, tous deux au service de l'ensemble du territoire départemental et de son attractivité. Le département dispose aujourd'hui, me semble-t-il, de la bonne proximité et en même temps d'une vision d'ensemble nécessaire pour mener à bien de tels projets. Vous l'aurez compris, cette question traverse bien évidemment la réforme des collectivités telle qu'elle s'engage désormais, mais je vous propose que nous abordions cette question, parmi d'autres, à la faveur de la présence de Monsieur le Préfet tout à l'heure. Jean-François Longeau. Merci, Président. Merci, Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je souhaiterais, si vous le permettez, tout d'abord et avant de commenter les points pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir la DM1, qui a pour objet l'intégration des résultats de l'exercice 2013 et le réajustement de nos dépenses et de nos recettes, vous faire part, moi aussi, Monsieur le Président, de mon sentiment, de notre sentiment face à ce déferlement d'annonces ubuesques se contredisant les unes après les autres. Bien sûr, je veux parler des annonces faites par le gouvernement à propos de la réforme territoriale. Comment ne pas s'offusquer devant ce qui est devenu un véritable roman feuilleton? Mais malheureusement, ce n'est pas une fiction, même si tous les ingrédients sont réunis pour nous laisser croire. Décisions burlesques qui multiplient des annonces contradictoires sont autant de choses qui contribuent à l'écriture de ces manœuvres politiques. En janvier à Tulle, le Président de la République affirmait avec force que les départements gardent leur utilité pour assurer la cohésion sociale, la solidarité territoriale. Par conséquent, il n'était pas favorable à leur suppression. Le 6 mai, dans l'interview qu'il a accordée à BFM TV et RMC, le Président de la République dit envisager un report des élections cantonales et régionales qui devaient avoir lieu déjà en 2013, après en 2014. Il a parlé de 2015, voire 2016. Et estime que les conseillers généraux ont vécu. Le 3 juin, dans une tribune, le Président annonçait son souhait de faire passer le nombre de régions de 22 à 14 en France métropolitaine. Le report de ces élections pour ces futures grandes régions et pour les conseils départementaux de mars à l'automne 2015, le même jour, avec le nouveau mode de scrutin binomial paritaire voté en mai 2013. Les départements, après avoir été dépecés de leurs compétences au profit des régions et des intercommunalités, devraient être portés à l'échafaud en 2020.
Dernièrement, M. Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, parlant de ces transferts de compétences des départements vers les régions et les intercommunalités, a déclaré sur France Inter que peu à peu, les départements vont être dévitalisés. Ces grands écarts brutaux et répétitifs nous mènent à la rupture, à l'incompréhension totale. Cette perception est d'ailleurs tangible sur l'ensemble du territoire, toutes tendances politiques confondues. Ce manque de concertation, ce bricolage sur un soi-disant fonds économique inquiète très fortement, d'autant que les économies d'échelle pouvant être réalisées dans le cadre du projet tel que proposé peut nous laisser très perplexes. On s'accorde tous sur la nécessité de changer l'organisation territoriale. Vous connaissez d'ailleurs ma position sur ce sujet. Je ne vais pas une nouvelle fois développer la théorie que je soutiens depuis des années. Mais enfin, pourquoi ne pas s'être appuyé sur la réforme territoriale envisagée lors de la précédente mandature présidentielle? Je dis bien s'appuyer, il était possible de faire évoluer cette loi. Non, il fallait absolument tout casser pour proposer sa réforme, sa propre réforme. Ce qui nous a amené à une perte de temps, à une perte d'argent, à une perte de crédit, à une perte de crédibilité. Nos concitoyens ne supportent plus ces méthodes qui, au final, discréditent l'action politique, discréditent l'action publique. D'ailleurs, les résultats des dernières élections nous l'ont prouvé une fois de plus, taux d'abstention important, montée des extrêmes. Que l'on ne se méprenne pas, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je ne souhaite pas, à travers ces propos, rentrer dans un débat idéologique où chacun d'entre nous cherchera à responsabiliser l'un ou l'autre sur ce rejet de la politique en général. Les responsabilités sont multiples et chacun d'entre nous a sa propre analyse. Je dirais même chacun d'entre nous a sa propre responsabilité. Pourrions-nous pas, sur ce sujet si important, sur ce virage nécessaire et indispensable pour nos futures institutions locales, envisager une vraie réflexion commune et participative? Ce travail pourrait se mettre en place dès la parution du texte de loi qui devrait normalement nous apporter un cadre. Mais dès à présent, Monsieur le Président, je vous propose de lancer un vaste questionnaire auprès de tous les élus du département, afin de connaître leurs sentiments. Connaître leurs sentiments, ça permettrait aux sénateurs que vous êtes de s'appuyer lors du futur ou des futurs débats au Sénat sur des éléments concrets, sur des éléments issus du terrain, sur des éléments issus du bon sens, sur des éléments émanant de femmes et d'hommes confrontés aux problèmes quotidiens, et sur des éléments, comme vous l'avez dit justement, de cette attention portée à la fois et en même temps au monde rural et au monde urbain. Je crois que ce serait très important, surtout si effectivement il est effectivement réel que pour la réforme territoriale, la loi sur les compétences sera examinée après les sénatoriales. Je suis un peu dubitatif parce que on commence à réformer les collectivités à l'intérieur, mais on ne sait pas de quoi elles vont s'occuper. Je ne comprends pas tout là, mais peut-être que quelqu'un sera capable de m'expliquer. Donc, je crois, Monsieur le Président, et ce n'est pas parce qu'il y aura effectivement des élections sénatoriales aujourd'hui que je crois que la majorité et la minorité vous soutiendra dans ce sujet, que vous puissiez lancer ce questionnaire, parce que ça me paraît effectivement très très important. Avant de commenter les différents rapports soumis à notre examen aujourd'hui, juste un mot à propos des rythmes scolaires. Cette mesure, véritable casse-tête chinois pour les communes, notamment pour les petites communes rurales, engendrera des coûts supplémentaires pour nos collectivités, pour notre collectivité départementale, et malgré une volonté affichée par bon nombre de municipalités pour répondre et mettre en application cette réforme dans les meilleures conditions, malheureusement, à mes yeux, les enfants seront les grands oubliés de la proposition d'application de la réforme des rythmes scolaires. J'ai bien conscience que ce préambule a été un peu long, je m'en excuse, mais la situation actuelle, au risque de me répéter, nous inquiète énormément. À propos des rapports que vous nous soumettez pour avis aujourd'hui, vous ne serez certainement pas étonnés
si notre déchiffrage est différent du vôtre. En effet, dans ces documents, vous nous expliquez que tout va pas bien, mais qu'en fait, tout va pas si mal que ça. Tout du moins, vous essayez de minimiser l'ampleur des dégâts. Concernant le compte administratif, vous nous vantez un maintien d'investissement élevé, 88,8 millions hors dette, alors qu'il était proposé 94 millions au BP. C'est quand même 5,2 millions de moins, qui n'étaient pas au rendez-vous pour soutenir l'activité économique. Et c'est près de 10 millions en moins par rapport au BP 2012, et la descente, et vous l'avez expliqué, dans les abîmes, continue inexorablement. Nos recettes de fonctionnement diminuent, nos dépenses de fonctionnement augmentent, pour les raisons que nous connaissons tous, et je ne reviendrai pas dessus. Lors de la dernière séance dédiée aux orientations budgétaires, j'ai largement commenté la situation financière de notre collectivité. Dans votre rapport du compte administratif, vous vantez les complémentaires faites par l'État pour le financement des AIS, mais vous le savez bien, Monsieur le Président, et ça fait des années d'ailleurs, le compte n'y est pas. Je l'ai déjà développé ici même. Notre budget est impacté aussi par des charges nouvelles obligatoires, telles que le relèvement du montant de l'allocation RSA, l'incidence des nouveaux rythmes scolaires ou le relèvement de divers taux de charges sociales et revalorisation catégorielle. Notre collectivité ressemble à un sous-marin à qui on demande de descendre dans les eaux de plus en plus troubles et de plus en plus profondes et à qui on diminue progressivement l'oxygène. Le capitaine que vous êtes essaie bien de rassurer son équipage, mais malheureusement, je crains que beaucoup d'entre nous soient au bord de l'asphyxie. Et de plus, le capitaine est bien conscient à ce jour que son vaisseau ne reverra sans doute jamais la surface. Vous subissez, Monsieur le Président, nous subissons. À propos du rapport général concernant l'ADM 1 2014, nous découvrons dans l'ensemble des rapports proposés une véritable course à l'euro. C'est bien, ça nous incite à bien gérer, mais on est vraiment sur la course à moindre euro parce que c'est pas que nos difficultés elles sont liées uniquement au département du Doubs, je ne me permettrai pas de dire ça, mais elles sont liées à la conjoncture à la fois économique et puis aux efforts que l'on nous demande à la fois en matière de diminution de nos dotations, mais aussi en matière de dépenses supplémentaires que l'on nous impose. Donc, une recherche de tous les artifices pour maintenir un équilibre dans un étau qui se resserre de plus en plus. Réduction de 7,8 millions d'euros du montant total des engagements pluriannuels, transfert de lignes, etc. Pour les recettes, nous ne sommes pas du tout optimistes, Monsieur le Président. En effet, la mise en place du pacte de confiance et de responsabilité se traduit notamment par la réduction en 2014 puis en 2005 de notre dotation globale de fonctionnement, ainsi que par un renforcement des dispositifs de péréquation. Pas sûr qu'il soit favorable à notre collectivité. Cette décision gouvernementale est valorisée en donnant la possibilité aux départements de relever le taux de 3,8% de la taxe de publicité foncière au droit d'enregistrement, ce que nous appelons communément les droits de mutation, dans la limite de 4,5%, et ce pour une période de 2 ans afin d'atténuer les effets ciseaux. Nous l'avons déjà exprimé lors de notre réunion budgétaire dernière, il ne s'agit en aucun cas d'une compensation de l'État, puisque la ressource est prélevée sur le pouvoir d'achat des habitants de ce département, ce qui est en parfaite contradiction avec ce que vous évoquez en conclusion de nos travaux lors de la séance du budget 2014, quand vous indiquiez, je le redis, nous avons décidé de ne pas augmenter la pression fiscale. Pour conclure, Monsieur le Président, je ferai référence une nouvelle fois à la dernière réunion budgétaire dans laquelle nous avions exprimé notre inquiétude en votant contre le budget prévisionnel 2014. Vous n'y avez pas perçu de cette manière, vous aviez manifestement vivement défendu votre incompréhension devant notre proposition. Nous ne remettons pas en cause votre volonté d'œuvrer, comme nous tous ici dans cet hémicycle, pour l'intérêt général au service de nos concitoyens. Malheureusement, face à autant d'incertitudes pesant sur l'équilibre financier pour 2014, provoquées notamment par la baisse de la dotation globale de fonctionnement, de la cotisation sur la valeur ajoutée, couplée à l'augmentation des dépenses sociales, induite par une conjoncture économique morose, rien ne nous laisse présager une amélioration de l'épargne brute de notre collectivité. Bien au contraire,
elle pourrait continuer à diminuer. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire en préambule. Et je souhaiterais également, Monsieur le Président, vous dire que, comme l'a fait votre majorité, nous vous apportons notre plus vif soutien parce que nous n'avons pas du tout, Monsieur le Président, apprécié ce qui s'est passé à Saint-Hippolyte, le fait que vous soyez, comme le dit la presse, hué. Alors ce qui, moi, m'a beaucoup embêté, c'est que le département fait beaucoup de choses, et puis quand vous ouvrez le journal le dimanche, en fait, quand vous lisez, parce que vous ne commencez pas par lire l'article, bien entendu, vous lisez les caractères gras, et la seule chose que vous retenez de l'article, c'est que le président du Conseil général a été hué. Alors, on tient, Monsieur le Président, à vous apporter notre soutien, parce que nous savons, et depuis 2010, date à laquelle où les problèmes importants sont intervenus sur la Loue, tout ce que vous avez fait. Alors là aussi, je crois qu'il faudra peut-être que vous communiquiez pour expliquer ce qu'a fait la collectivité départementale, parce qu'à travers vous, c'est aussi toute la collectivité départementale qui a été huée, que l'on explique mieux ce que fait la collectivité départementale. Puis moi surtout, vous savez, Monsieur le Président, je tiens à vous dire qu'il est beaucoup mieux, même si parfois on se fait siffler, d'agir plutôt que d'essayer de se faire applaudir sur des sujets en essayant d'expliquer aux gens qui sont là, et comme l'a fait votre collègue du Sénat, sur le fait qu'on allait supprimer le Roundup. Ça c'est facile à dire, mais quand on est parlementaire, il suffit peut-être simplement de faire une proposition pour que le Roundup soit interdit. Il ne suffit pas de le dire. Merci. Merci, mon cher collègue, pour vos mots de soutien auxquels, évidemment, je suis sensible. Je ne veux pas revenir sur le fond, à savoir la défense de la qualité de nos rivières. Je pense que le débat que nous aurons tout à l'heure avec Monsieur le Préfet nous permettra de le faire, puisque, comme vous le savez, l'État est engagé très fortement à nos côtés, ou plutôt je devrais dire que c'est nous qui sommes fortement engagés aux côtés de l'État, puisque l'État a une responsabilité première. Et je pense que cette question, qui est au cœur de la préoccupation aussi de nos concitoyens, nous aurons le devoir, me semble-t-il, de l'aborder tout à l'heure. Donc nous y reviendrons. Je ne reviens pas sur les différents éléments que vous avez soulignés. Je pense que dans l'examen des rapports, nous aurons là aussi des opportunités de souligner les différents points que j'ai déjà mis en exergue au cours de mon exposé liminaire. Je passe la parole à Paul Coiset. Oui ? Oui, merci. Très brièvement, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, en rappel de 3 chiffres par rapport aux réponses qu'on peut apporter à la crise très grave que nous traversons. Bon, le programme de l'UMP, c'est pas 50 milliards de réduction des dépenses publiques, c'est 130 milliards. C'est la suppression d'1 million de fonctionnaires et rappeler les 600 milliards de dettes supplémentaires aux 5 dernières années qui se sont ajoutés aux autres, s'il vous plaît, qui se sont ajoutés, mais je vous en prie, on a interrompu personne, me semble-t-il. L'orateur terminé. Un peu de maîtrise, là. Allez. Qui se sont ajoutés aux autres dettes qui avaient été accumulées dans les années précédentes. Alors j'écoutais le Premier ministre en venant ici, lequel réaffirmait la nécessité de financer le pacte de confiance et de responsabilité, parce que, disait-il, ce sont les entreprises qui créent la richesse qu'on pourra ensuite redistribuer, parce que, disait-il, ce sont les entreprises qui créent l'emploi et le développement économique. Et lorsqu'il dit cela, je dis qu'il a raison. Le Premier ministre rappelait que depuis des années, ce pays vivait au-dessus de ses moyens et on en est à 95%
d'endettement par rapport au PIB et que, bien sûr, il y avait nécessité, dans ces conditions, de réduire les dépenses publiques. Lorsqu'il dit cela, je dis qu'il a raison, avec une exigence, pour ce qui nous concerne, de justice sociale par rapport à nos concitoyens, lesquels, eux, si je puis dire, finalement, et de manière très basique, ont deux préoccupations, qui sont l'emploi et leur pouvoir d'achat. Et donc, dans ce contexte, évidemment, les collectivités, et par rapport à cette exigence de justice dans la répartition de l'effort, les collectivités doivent, elles aussi, effectuer l'effort nécessaire pour réduire leurs dépenses. Et ça entraîne évidemment la nécessité d'une clarification des compétences, avec, c'est basique, la réponse à trois questions: qui fait quoi et avec quels moyens, et ça renvoie d'ailleurs aussi à la notion de fiscalité. Voilà. Alors vous savez, moi, en ce qui me concerne, je ne déserte pas mon camp. Je soutiens ce gouvernement, son président de la République et son Premier ministre dans la difficile tâche qu'il est en train d'effectuer. C'est pas facile. Je préfère être à ma place qu'alors, très sincèrement. Et voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Très bien, merci. Donc je vous propose que nous rentrions tout de suite dans l'examen des rapports. Je voudrais vraiment, pour une fois, nous sommes dans une situation un petit peu délicate sur le plan de la gestion du temps. Demander à mes collègues qui présentent les rapports de le faire dans un cadre synthétique, d'autant qu'il me semble que l'essentiel du sens de ce que nous allons adopter a été présenté dans mon intervention liminaire, et donc je ne crois pas qu'il faille se lancer dans des présentations trop longues ni trop complexes, sauf bien entendu, la parole est libre dans cette enceinte, mais pour nous permettre de pouvoir accueillir Monsieur le Préfet dans le délai prévu et de pouvoir mener avec lui le dialogue qui est envisagé. Voilà. Je vous propose rapport 101, politique de l'insertion. C'est Claude Girard, je suppose. Oui, merci Président. Alors cette décision modificative numéro 1 de 2014 de la direction de l'insertion, vous avez pu noter qu'en termes de dépenses, aucune inscription de crédit nouveau n'était sollicitée et que s'agissant des recettes, les propositions soumises à cette DM1 font état d'inscriptions complémentaires à hauteur de 242 648 € en termes de fonctionnement. Alors rapidement, pour ce qui concerne les actions du pacte territorial pour l'insertion, il peut être effectué donc un transfert de 15 000 € depuis l'enveloppe réservée au financement d'actions en direction du public handicapé. Concernant l'insertion professionnelle, on vous rappelle que les structures d'insertion par l'activité économique sont impactées en 2014 par la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique. Concernant les ateliers et chantiers d'insertion, deux structures, API 25 et la ressourcerie de Baume-les-Dames, peuvent prétendre à un financement complémentaire. Donc cette enveloppe des chantiers et ateliers d'insertion peut être abondée d'un crédit de 36 100 € par transfert. Alors vous avez le détail en page 7. Concernant les associations intermédiaires, un crédit de 8 490 € peut être dégagé pour abonder l'enveloppe réservée au financement justement des chantiers. Concernant les entreprises d'insertion, un crédit de 9 450 € peut être dégagé pour abonder également l'enveloppe des chantiers. Concernant les structures intercommunales, traditionnellement, là c'est le P2EI de Baume-les-Dames qui a besoin d'un supplément de 7 000 € puisqu'il s'est étendu sur le secteur de l'Isle-sur-le-Doubs. Donc l'enveloppe dédiée à cette structure est portée à 57 000 €. Concernant la création d'entreprises, des crédits peuvent être dégagés. Vous avez le détail en page 9.
Concernant les fonds sociaux européens, donc vous savez que le département a répondu positivement et s'est vu proposer un nouveau crédit de 86 578 €. Donc cet abondement doit donc faire l'objet d'une inscription. Compte tenu de la dotation supplémentaire obtenue en recettes, les recettes disponibles de 2014 au titre de la dotation 2011-2013, donc tout ça s'élève aujourd'hui à 259 097 €. Là, on est en page 11 du rapport. Vous avez par ailleurs les nouvelles recettes du FSE donc, qui sont attendues. Alors vous avez un premier tableau, page 11, et un tableau de dépenses correspondant en page 12. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, puisque c'est simplement des transferts de crédits de poste à poste, donc pour financer des structures. Concernant les contrats aidés, il avait été inscrit au BP 2014 un crédit de 2 810 000 €. Vous avez le détail par poste, par les divers contrats aidés, page 13 du rapport, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Concernant ensuite, page 14, les contrats initiative emploi, donc vous voyez qu'au 30 avril 2014, 31 contrats sont en cours, donc aucun ajustement de crédit n'est sollicité. Pour les CAE, au 30 avril 2014, 415 contrats sont en cours et la consommation de ces contrats ne nécessite également aucun crédit supplémentaire. Sur les emplois d'avenir, un crédit de 245 000 avait été inscrit et pour 60 emplois d'avenir, dont 188 000 dans le secteur marchand et 57 000 dans le secteur non marchand. Donc on vous indique aussi qu'au 30 avril 2014, les financements prévus devaient être suffisants pour terminer l'année. Concernant les nouveaux contrats à durée indéterminée déterminés par contre d'insertion dans les chantiers et les ateliers d'insertion, donc là on va transférer 200 000 € de la ligne justement de ces emplois aidés pour financer l'enveloppe nécessaire à ces nouveaux CDDI. Concernant l'accompagnement des allocataires du RSA, c'est juste un transfert de 26 000 €. Et pour permettre de répondre aux besoins, le crédit inscrit peut être abondé de 26 000 par transfert de l'enveloppe réservée au financement de l'accompagnement des allocataires du RSA menés par des associations agréées. Donc vous avez en moins 26 000, en plus 26 000. C'est le tableau de la page 16. Concernant l'allocation, on vous indique qu'un crédit de 62 110 000 € avait été inscrit au BP 2014. On vous indique aussi qu'on peut, sur cette ligne, la diminuer de 241 798 €, puisque les crédits alloués au financement de l'allocation RSA devraient être suffisants pour terminer l'année 2014. Sur le tableau de la page 19, concernant les dépenses liées au RMI RSA, je ne vais pas y revenir, c'est simplement, vous voyez, des transferts de ligne à ligne. Également pour les admissions en non-valeur RMI RSA. Sur le fonds de solidarité logement, vous voyez que le budget prévisionnel du FSL approuvé lors de la réunion budgétaire de décembre 2013 s'établit à 2 775 000 et il n'a pas lieu d'être modifié. Un focus quand même un petit peu particulier sur l'aide personnalisée sur le retour à l'emploi. Là, c'est le tableau du bas de la page 20. Vous savez que l'APRE, l'allocation pour le retour à l'emploi, a été mise en place en juillet 2009 dans le Doubs et l'État nous en a confié la gestion. Donc vous avez le montant des crédits qui ont été enregistrés à ce jour pour les années 2009, 2010, 2011, 2012. Et on vous dit qu'en 2013, 331 994 €, dont 6 220 n'ont pas encore fait l'objet d'inscription, soit au total 2 068 808 €. Et on vous indique aussi que le crédit prévisionnel de 90 000 € avait été inscrit en 2014 et l'État nous a donné récemment le montant de la dotation 2014, soit 229 000 €. Donc il s'agit donc d'inscrire ce montant et, en recettes et en dépenses pour la même somme. Vous avez donc le projet de délibération de cette DM1 de la direction de l'insertion
en page 22 et on vous demande de l'approuver. Voilà, Président, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Merci et ça a été très clair. Y a-t-il des interventions sur ce point? Je n'en vois point. Des oppositions? Eh bien, des abstentions? Non. Il est donc adopté à l'unanimité. Néanmoins, je voudrais quand même vous rassurer sur un point. Si le débat l'exige, si vous souhaitez intervenir, nous poursuivrons cet après-midi. Après, nous interromprons au moment de l'arrivée du préfet et nous poursuivrons, comme nous le faisons chaque fois. C'était dans le souci, éventuellement, d'arranger tout le monde que je vous avais fait cette proposition, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et je ne voudrais surtout pas qu'on sacrifie le débat qui est nécessaire. Donc, si à 10h15 nous n'avons pas terminé, ce qui sera probable, nous reprendrons cet après-midi. Rapport 102, c'est Daniel Nevers. Oui, merci, Président. Sur le secteur de l'aide sociale, les besoins ne diminuent pas. L'exercice budgétaire s'exécute dans ce contexte en cohérence avec le budget primitif voté. Il vous est fait en termes de dépenses une inscription de 150 000 € au titre de cette DM1 afin d'intégrer des dépenses nouvelles. L'impact de la revalorisation des grilles de rémunération des catégories C et B de la fonction publique hospitalière travaillant au centre départemental de l'enfance, l'augmentation de la subvention versée à la CNSA, vous savez que c'est pour l'aide, l'expérimentation aide et soins, 150 000 €, et d'autre part, il vous est proposé des ajustements entre lignes n'affectant pas l'exercice budgétaire. Ainsi, 85 000 sont financés par redéploiement de crédits de la PMI en direction du centre départemental de l'enfance, des crédits que nous pouvons reprendre sur la formation des assistantes maternelles, et le CDEF en a donc besoin pour plusieurs raisons, et un abondement en direction de la MDPH de 96 176 €, une dépense imprévue qui concerne le licenciement d'une personne handicapée, un congé de maternité, différents exercices budgétaires. Et en recettes, il faut aussi transférer en dépenses une proposition de transférer vers la DRH 19 250 €. C'est ce qui correspond à un mi-temps pour la gestion des mineurs étrangers. Et l'État nous a donc donné 250 € par jour et pour les 5 premiers jours et par mineur. Donc, nous transférons vers la DRH et c'est un mi-temps qui est créé. En termes de recettes, il vous est proposé une recette complémentaire de 170 000 qui inclut les 150 000 € de la CNSA, 150 000 en dépenses conseil général, 150 000 € de recettes de la CNSA et des dépenses, des recettes récupérées sur les indus d'APA. Voilà, Président, pour ce rapport. Donc, en page 3. Le tableau récapitulatif général. Bien, merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc approuvé. Le rapport 103. Claude Girard. Oui, il s'agit de la mise en place d'un paiement subrogatoire pour les indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie. Et ça concerne les assistants familiaux du Conseil général. Donc, vous le savez, lorsqu'un assistant familial se retrouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident du travail, d'un accident ou d'un congé maternité, l'absence de salaire est compensée en partie ou totalement par la CEPAM. Mais le délai de versement des indemnités journalières par cette CEPAM pénalise les assistants familiaux puisque le délai peut être long et de toute façon, ils ne perçoivent dans un premier temps que 50% de leur indemnité journalière. Donc, pour garantir aux assistants familiaux des revenus réguliers,
Et dans un souci de leur offrir le même avantage que pour les autres agents de la collectivité, il a été décidé donc de mettre en place un paiement subrogatoire des indemnités journalières par le Conseil général. Donc vous avez les modalités de ce paiement donc, dans le paragraphe suivant, et on vous indique également que la mise en œuvre de cette procédure, de cette proposition, n'entraînera aucun surcoût pour les finances du Conseil général. Voilà, Président, pour ce rapport 103. Bien, merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc approuvé. Le rapport 104. Daniel Nevers. Oui, la position du département dans le cadre du versement d'un capital d'assurance vie. Le Conseil général a été récemment informé par CNP Assurance qu'un contrat d'assurance vie a été souscrit par une personne bénéficiaire de l'aide sociale, mademoiselle Arlette Boissé. Ce contrat désigne dans sa clause bénéficiaire la collectivité d'assistance à concurrence des sommes dues. Aussi, au regard des dispositions du contrat, un montant capitalisé de 13 030,15 € devait être versé pour le compte du département collectivité d'assistance de la défunte. Si vous acceptez. Bien. On est d'accord avec tout ça? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est approuvé. Rapport 201, politique en faveur de l'économie, de l'agriculture et du tourisme. Nous sommes sur la DEM 1, oui, 2014. Donc je vous invite à passer directement en page 6. On vous demande une position par rapport au pôle des microtechniques. Il nous a envoyé récemment le contrat de performance du pôle pour l'année 2014-2018 et on vous demande simplement de donner délégation à l'ACP pour prendre connaissance de ce projet et ensuite de définir les modalités d'association du département. Concernant le fonds départemental de développement économique, on vous propose d'individualiser une aide en faveur de l'entreprise Dixi. On vous rappelle ce qu'est l'entreprise Dixi, l'entreprise importante en solutions mécaniques et microtechniques pour l'industrie de la santé. Elle a un projet d'extension de ses locaux, non pas d'extension mais de construction de locaux de 2800 m² sur un terrain de 3 hectares à Chaudes-Fontaine. Donc on a été pas mal mobilisé d'ailleurs avec la CAGB pour essayer de conserver l'implantation sur cette zone. Donc on vous propose au niveau du FDDE une prise en charge donc à hauteur de 125 000 €. Donc ça nécessite une décision de l'Assemblée puisque c'est un déplafonnement par rapport à la limite de 80 000 €. Concernant les ajustements de transfert et inscriptions budgétaires, nous sommes en page 28. On a donc pas mal de transferts, donc je vous les annonce rapidement. Et dans l'investissement des entreprises, donc abonder les crédits de paiement à hauteur de 80 000 € et d'opérer un dégagement de 250 000 de crédits correspondant à des opérations soldées pour des montants inférieurs. Sur les avances économiques, on dégage 100 000 € de crédits de paiement pour l'année 2013 et on abonde 40 000 pour le millésime 2014. Sur le FACAR, le Fonds d'aide au commerce et à l'artisanat, ce qui est assez rare, on vous demande un abondement de 35 000 € pour deux projets importants, un à Nézé-les-Granges et puis un à Lavernay. Sur l'avance de fonds départemental de développement économique, le FDDE, donc on vous demande une inscription de 50 000 € de crédits supplémentaires. Sur le syndicat mixte du parc scientifique et industriel Thémis, un transfert de 4 000 € de section investissement à la section de fonctionnement. Sur celui d'Aude-Chaux-Baume-les-Dames, un reliquat de 2 000 € à transférer sur le syndicat mixte Thémis. En page 10, donc, un transfert de crédit pour ce syndicat mixte, justement, Thémis, à hauteur de 6 000 €. Concernant les transferts de crédit sur le VDAV, on transfère du secteur privé au secteur public 80 000 €. Sur les recettes, donc, une participation capitale d'Actia à hauteur de 3 000 €. Ce sont les dividendes qui nous sont versés. Ensuite, inscription et dégagement d'autorisation de programme. Donc, en section d'investissement, un abondement de 100 000 €. Et puis, en dégagement, donc, sur les lignes budgétaires gérées en AP, on vous propose 864 424,05. Et puis ensuite, sur le programme Pôle de compétitivité, véhicules du futur et microtechnique et les autres filières, un dégagement d'AP de 340 682 en investissement et 5 500 en fonctionnement. Gilles, tu fais la suite? Non, je continue. Donc sur la politique agricole, forestière et foncière, donc section d'investissement et électrification rurale, réduction de 15 000 € des crédits de paiement. En diversification agricole, transfert de crédit de 16 000 € de la ligne diversification pour le paiement de l'adhésion du département à l'association agri-locale. Sur les dessertes forestières, donc crédit de paiement, transfert de 20 000 €
de desserte dans le programme prime à l'abattage pour raisons sanitaires et réduction de 30 000 des crédits de paiement inscrits sur la ligne desserte forestière. Sur le laboratoire vétérinaire, une enveloppe complémentaire de 150 000 € sur la ligne intitulée Subvention d'équilibre du LVD. Et puis, détail de cette inscription, vous l'avez en rapport 202 qui vous sera présenté après. Organisme à vocation agricole, donc un dégagement de somme de 30 000 €. Prime à l'abattage, un transfert de crédit pour un montant de 20 000 €, je vous l'ai dit précédemment. Adhésion à l'association agricole agri-locale, je vous l'ai dit également. Donc, on adhérerait avec les 3 autres départements de la région de Franche-Comté, et ça nécessite une proposition de transfert de 10 000 €. Et puis un dégagement d'AP de 204 679,39 €. Sur la politique touristique, donc taxe sur les montées mécaniques, on vous propose donc d'inscrire le produit de la taxe remontée mécanique pour un montant de 67 551,17 €. Et on a un solde disponible de 1928,10 € qui s'ajoute à cette somme. Transfert dépenses, hébergement, équipement touristique, donc un transfert de crédit de 50 000 € de la ligne publique 2013 à la ligne publique également. Ensuite, section de fonctionnement, une aide au fonctionnement des organismes touristiques. Donc, on vous propose de scinder en deux le programme aide au fonctionnement des organismes touristiques. Donc, création d'une nouvelle ligne budgétaire de fonctionnement réservée aux bénéficiaires publics. Cette nouvelle ligne est abondée de 20 200 €. Et donc, on a 3 demandes de subventions de l'Office de tourisme d'Ornon et Rougemont, du Parc naturel régional du Haut-Jura et du Musée des traditions comtoises pour 20 200 €. En recette, section d'investissement, participation aux travaux de l'itinéraire Est, 34 137,44 € qui nous viennent du Conseil régional pour ces travaux de l'itinéraire doux frontalier. En inscription et dégagement d'AP en page 17, donc, des variations aujourd'hui proposées correspondent à un dégagement total de 86 540 € et vous avez la délibération aux pages suivantes. Très bien, merci. Y a-t-il des commentaires? Je n'en vois pas. Des abstentions, des oppositions? C'est approuvé à l'unanimité. Politique agricole, c'est, je suppose, Gilles Robert. Oui. Alors, en ce qui concerne le laboratoire vétérinaire, donc vous avez le tableau récapitulatif en page 2, vous avez le montant du budget primitif 2014 en page 3, 1 327 150, soit une réduction de 1,07% par rapport au BP 2013, lié à une augmentation de cette DM, donc lié à une augmentation des recettes en raison de l'activité du laboratoire, progression de 13% par rapport à 2013, et puis la prise en charge, la montée en charge du nombre d'analyses à réaliser en la matière. C'est pour le contexte. Donc, il vous est proposé de procéder à l'inscription d'une enveloppe complémentaire de 196 213 € en dépenses et recettes, dont 22 913 en section d'investissement et 173 300 en section de fonctionnement. Donc, en recette, une enveloppe complémentaire de 23 300 en section de fonctionnement liée au fait que le produit total des recettes devrait probablement être de l'ordre de 1 003 000. En ce qui concerne les recettes, toujours donc l'inscription complémentaire de 150 000 € sur la ligne intitulée Compensation de minoration du Conseil général sur les prestations d'analyse. S'agissant de la section d'investissement, le solde d'exécution 2013 du laboratoire s'élève à 22 913, donc il convient d'inscrire ce solde en recette à la présente DM1. En dépenses, donc, un déficit de 155 631 € qu'il convient d'inscrire ce solde en dépenses de fonctionnement à cette DM. Donc, 15 000 € sur la ligne intitulée Rémunération principale du personnel titulaire. Ensuite, 3 300 € d'ajustement également pour un changement de statut des personnels. Une minoration de 4 131 € sur la ligne intitulée Fournitures non stockables liées à la clémence de l'hiver. Et puis de minorer une dépense de 1 500 € sur les frais de carburant. Et enfin, une inscription complémentaire sur la ligne relative à l'achat de réactifs et fournitures consommables pour 13 000 € et sur la ligne relative aux frais de maintenance à hauteur de 7 000 €. Bien, merci. Pas de commentaires, pas d'objection, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est approuvé. Nous en arrivons aux infrastructures. C'est la DM de 2014, Vincent Fuster. Oui, donc je vous invite à passer directement en page 5. Concernant la maintenance et les niveaux de service, vous avez donc l'entretien à l'exploitation, donc en dépenses de fonctionnement 312 000, en recettes de fonctionnement 70 000. On vous en donne l'explication. 240 000 en provenance du solde de crédit de TDNS, 70 000 inscrits en dépenses et en recettes sur la ligne réservée aux travaux pour tiers,
et le reste concerne les ajustements et enveloppes à budget constant. En recette, 70 000 qui nous vient justement de la ligne travaux portières. Traitement hivernal, moins 1 million d'euros, donc étant donné le bilan provisoire favorable de la stabilité hivernale. En chaussée infrastructure structurante, donc crédit simple, 175 000 euros qui nous viennent également de la TDENS. En assainissement, une recette de 4 500 euros. Concernant l'aménagement structurant et sécurisation, donc sur les infrastructures structurantes nouvelles, des dépenses de moins 110 364,99 et des crédits de paiement de moins 377 000 euros. Et vous avez les explications, RD 75 plus 3 000 euros, RD 461 moins 2 420,48 et puis Véloroute Acte 1 moins 107 944,51, Véloroute Acte 2 moins 380 000 en crédit de paiement. Sur les infrastructures structurantes existantes, en dépenses d'investissement crédit simple, en CP, moins 3 000, en crédit simple, 400 000, et en recettes d'investissement, 180 000. Vous en avez là aussi l'explication. Sur Quingé-Lombard, la RD 17, un abondement de 32 000 euros. Sur Fournay-Blanche-Rosse, la RD 464, un dégagement de 35 000 euros. Et sur des opérations spécifiques développement durable et plan de prévention, vous avez des crédits simples à hauteur de 400 000 euros et des recettes d'investissement de 180 000 euros. Et on vous rappelle que des crédits en provenance du solde de la TDENS sont sollicités pour la reprise d'ouvrages d'art sur la RD 39 dans la vallée du Dessous pour assurer la continuité piscicole à hauteur de 180 000 euros de subvention de l'agence de l'eau supplémentaire. En sécurisation, donc dépenses d'investissement 40 080. La loi de finances donc, a relevé de 4 millions les montants versés au département dans le cadre de la répartition du produit des amendes radars et nous concernant, c'est 20 040 euros de plus. Et en recettes d'investissement, donc, des conventions de financement conduisent à l'inscription de 8 800 euros pour la sécurisation du carrefour de la RD 683 et de la voie communale allant à Ougnier-Douveau. En page 8, les interventions partenariales et solidaires. Donc, vous avez en dépenses d'investissement le comité départemental de la prévention routière qui nous demande une subvention d'équipement de 2 200 euros pour l'acquisition d'un simulateur de conduite et en dépenses de fonctionnement dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l'ambroisie. Une aide, un abondement des actions associatives de 3 000 euros par le biais de la TDENS au profit de la FREDON. Sur l'accompagnement des communes, moins 27 998,08 euros, c'est le solde du millésime 2011. Vous avez le projet de délibération, page 9. Bien. Pas de commentaires, pas d'objection, pas d'abstention. C'est donc approuvé. Dans la foulée, nous regardons le parc routier du Doubs, budget annexe. Michel Rondeau. Oui, merci Président. Donc la DMA du parc pour 2014 reprend les résultats d'exploitation de l'exercice précédent. Résultats qui sont excédentaires de 487 000 euros pour l'investissement et de 1 303 000 pour le fonctionnement. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous avons deux mouvements suivants. Diminution de 300 000 euros de la ligne fondant pour salage compte tenu de la clémence de l'hiver. Et ensuite, un abondement de 1 218 032 euros de l'enveloppe charge pour travaux d'hiver qui permet de faire face à la survenance d'aléas d'hiver. S'y ajoutent des annulations au titre de recettes de 3 000 euros. Concernant les recettes en section de fonctionnement, en parallèle à la diminution des dépenses liées au salage notamment, il convient de diminuer de 300 000 euros la ligne de recettes correspondante. Le résultat de fonctionnement reporté se monte à 1 237 019 euros après affectation de 65 937 euros en section d'investissement. Pour les recettes en section d'investissement, nous avons 487 122 euros qui correspond au solde excédentaire du compte administratif 2013 et un besoin complémentaire de 65 937 euros qui provient de l'affectation d'une partie du résultat de la section de fonctionnement. Vous avez le projet de délibération en page 6 du rapport. Très bien, merci. Nous adoptons ce rapport sans opposition, sans abstention. Je vous remercie. Révision du schéma directeur de signalisation directionnelle et touristique, Vincent Fuster. Oui, ça c'est un rapport important, donc on vous présente là pour approbation. Je vais rapidement vous résumer la méthodologie, avec l'accompagnement de nos services par un cabinet ASCODE.
L'élaboration du nouveau schéma donc s'est fait suivant 3 directions. D'abord l'étude des pôles, et vous avez donc en page 3 toutes les évolutions concernant les pôles, que ce soit des pôles touristiques, économiques ou bien les communes. Donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Il y a évidemment des modifications qui tiennent compte de l'évolution depuis l'élaboration de l'ancien schéma directeur qui date d'une dizaine d'années. Ensuite, vous avez, à partir de cette étude des pôles, l'étude des liaisons, proprement dite, donc avec le maintien évidemment pour les pôles qui n'ont pas évolué, et puis l'application de la réglementation pour les pôles nouveaux, et puis enfin l'établissement donc ce qu'on appelle les fiches de carrefour, donc pour justement au fur et à mesure du temps modifier celles qui sont à modifier en fonction de l'évolution des pôles. Sur les dispositions annexes en page 6, on a donc travaillé également sur la signalisation d'intérêt local et sur les relais d'information service. Sur l'assignation d'intérêt local, la décision, c'est de ne pas imposer de choix aux communes, donc le choix de cette signalétique aux communes. Et puis sur les relais information-service, donc le maintien des 2 concernant le pays donnant parce qu'ils ont été remis à jour, donc ce sont des relais intéressants. Par contre, on vous propose donc de supprimer les 3 autres qui n'ont pas été mis à jour et qui sont donc tout à fait vieillissants et tout à fait obsolètes. Et sur le nouveau calendrier en page 7, donc on vous rappelle que ce schéma sera effectif à l'issue de cette approbation, sachant que l'État aujourd'hui nous a transmis son accord le 17 avril 2014. Et on vous rappelle également que la mise en œuvre se fera bien entendu progressivement au fil des renouvellements et pas évidemment d'un seul bloc. Et vous avez le schéma révisé qui est consultable à la direction des routes et infrastructures. On ne vous l'a pas mis sous forme papier puisque c'est 2 pavés énormes. Donc si vous voulez le consulter, bien sûr qu'il est à votre disposition. Bien, merci, chers collègues. Je vous propose que... oui, alors on le met aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Eh bien, il est adopté. Pour ne pas nous mettre en infraction avec les règles de la politesse et de la courtoisie, je vous propose que nous arrêtions là, que nous reprenions nos travaux tout à l'heure, après le déjeuner. Je vous prie instamment de ne pas vous sauver après le déjeuner, mais bien de regagner la salle des délibérations de façon à ce que nous ayons naturellement les conditions de quorum réunies. Donc je propose 5 minutes de pause. Merci. Oui, je te verrai pour cette histoire de